Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel avis à chaud et analyse d'un épisode de La Roue du Temps. Cette semaine, nous faisons l'épisode 6 de Flame of Tarvalon, qui est tombé très récemment sur Amazon Prime. C'était un épisode assez intéressant, mais je dois reconnaître que c'est sans doute celui sur lequel j'ai le plus de questionnements et d'interrogations, et c'est sans doute l'épisode sur lequel je trouve qu'il y a le plus de petits défauts ou de petits moments où je me dis « Ah, j'ai l'impression qu'ils ont coupé des scènes et qu'il manque des morceaux d'histoire. » Et en même temps, c'est très très clairement un épisode de transition vers la fin de la saison, puisque il nous reste maintenant plus que 2 épisodes. On a 8 épisodes cette saison, donc la semaine prochaine c'est l'épisode 7 et la semaine d'après sera le final. Donc on se rapproche de la fin, et là clairement c'est là-dessus qu'on va. Je suis un peu partagée. On va attaquer tranquillement. Comme prévu, tous nos protagonistes ont été réunis dans cet épisode. Ils sont tous à Tarvalon. Et donc on va pas séparer les différentes intrigues, on va regarder comment s'est déroulé l'épisode chronologiquement, ce qui est la première fois qu'on peut faire ça puisque tout se passe à peu près en même temps. On commence avec une intro comme ils ont fait sur quasiment tous les épisodes, et cette intro nous présente une jeune enfant et son père qui sont pêcheurs et qui semblent vivre à côté d'une ville qui s'appelle Tyr. Ça ne parle pas aux gens qui n'ont pas lu de livre, qui ne connaissent pas forcément très très bien l'univers puisqu'on le découvre à peine, mais pour tous les lecteurs de La Roue du Temps, évidemment entendre la mention de Tyr, qui est d'ailleurs mentionnée plusieurs fois dans cet épisode, puisque Moiraine après elle dit à quelques reprises qu'elle a voyagé de Tyr à Deux-Rivières, tout ça. J'ai trouvé ça sympa, et il me semble que dans un des plans on voit, ça doit être Tyr, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, il y a une ville derrière quand Siuan et son père sont en extérieur. Donc c'est très intéressant. Donc comme je disais, on a jeune Siuan qu'on va découvrir ensuite, adulte évidemment, et son père qui sont pêcheurs, du côté de Tyr. On découvre que la jeune fille peut canaliser le pouvoir, mais que son père lui demande de le planquer. En effet, quand ils reviennent de la pêche, leur maison s'est fait brûler. Les gens ont laissé cette marque sur la maison, sur les débris, enfin sur ce qui reste de la maison, et son père semble suggérer que c'est parce qu'elle utilise le pouvoir et que les gens du coin clairement n'apprécient pas les personnes qui peuvent canaliser. Ce qui était intéressant dans cette petite scène, en dehors de la backstory de Siuan Sanche, c'est que on a vu ce signe quelques fois depuis le début de la série. Ils n'ont pas explicité ce que c'était, ils n'ont pas donné d'informations, donc je vais pas moi-même en donner, parce que voilà. Déjà parce que peut-être qu'ils vont changer exactement ce que ça signifie, et puis en plus, je veux pas spoiler si jamais c'est ce que je pense. Et donc le père de Siuan est clairement inquiet pour elle, et donc lui dit de partir à la Tour Blanche et pour rejoindre évidemment les Aes Sedai. On retrouve juste après le générique la même jeune fille, un peu plus âgée et un peu plus classe, et sur un trône, qui est la chère d'Ermyrline, la big boss des Aes Sedai, celle dont on nous parle depuis quelques épisodes, celle dont on nous dit d'ailleurs qu'elle peut pas encadrer Moiraine, qu'elle est énervée contre Moiraine parce que Moiraine est jamais à Tarvalon. On la voit donc arriver devant les Aes Sedai qui ont apaisé Logain, et elles vont se faire juger parce qu'elles n'étaient pas censées apaiser Logain sans procès préalable. Elles n'ont pas respecté la loi à ce niveau-là. L'introduction de Siuan Sanche est plutôt très très classe. Le lieu est assez impressionnant, il est tout en blanc, elle est en doré, elle est entourée par les différents Ajahs des Aes Sedai. Ça nous donne d'ailleurs une bonne opportunité d'en voir plein de différents des Ajahs. J'ai trouvé ça assez intéressant. On va en reparler juste avant que Siuan Sanche s'occupe de Liandrin, Moiraine et Alanna. Elle s'occupe tout d'abord de Logain, qui est toujours vivant, hein, il s'est fait apaiser, mais il est toujours là, pas en grande forme. Il arrive un petit peu avec une attitude genre toi, Amerlin Sid, t'es pas... T'es minable, t'es pas aussi balèze que les précédentes femmes qui étaient sur cette chaise. Les gens dans le passé, ils m'auraient jamais laissé faire et tout ça. Et il dit aussi des choses assez violentes sur Kerene, qui est la Sedai qui l'a tué. Évidemment, Siuan Sanche se laisse pas avoir, et elle lui dit tu nous insultes, tu nous racontes des horreurs juste parce que tu veux qu'on te tue. Et c'est clairement le cas, puisque Logain, juste après qu'elle lui ait dit « Non, mais on va pas te tuer », c'est pas le plan. Logain est complètement désespéré, il
sorti de la pièce et il crie « tuez-moi, tuez-moi », ce qui est assez horrible. Et ça nous rappelle une nouvelle fois que être coupé de la source du pouvoir, être apaisé dans le cas de Logain, c'est assez horrible pour la personne. Ça pousse les gens à devenir suicidaires. On se rappelle de Tom qui racontait l'histoire de son neveu quelques épisodes précédents, qui s'était suicidé aussi. C'est vraiment c'est pas quelque chose de sympathique pour les gens à qui cela arrive. Logain se fait donc condamner à prison à vie, en gros, à se faire étudier par les Aes Sedai et à rester enfermé ici à Tar Valon pour toujours. Sa punition pour le moment, pour avoir prétendu être le dragon réincarné et pour avoir tenté Enfin, il a quand même fait une guerre. Hein. Des fois, je trouve que la série le présente un peu de façon sympathique. Il a quand même, au début, on nous explique quand même qu'il a attaqué. Quand on le voit attaquer le roi et tout ça, il a tué tout un tas de monde avant d'arriver là. Donc c'est un peu... c'est pas non plus le mec le plus sympathique du monde, mais il est pas non plus... C'est pas non plus un méchant. J'aime bien, il est un peu gris. C'est assez intéressant. À chaque fois qu'on voit Logain, je trouve ça intéressant. Accessoirement, l'acteur est très très bon, donc c'est toujours un plaisir de voir ces scènes. Juste après... Chuan Sanche s'occupe donc du cas de nos 3 Aes Sedai qui ont apaisé Logain sans autorisation. Et c'est le thème de l'épisode central de l'épisode tout le temps, qui est la politique de Tar Valon et la politique des Aes Sedai. Et on en voit ici vraiment les détails et la complexité. Liandrin est mis en avant comme la responsable de l'apaisement de Logain. Et donc Chuan Sanche lui dit tu vas être puni. Et Liandrin en profite pour balancer Moiraine en dessous du train en disant « Ouais, mais faudrait quand même qu'on s'intéresse à ce que fait Moiraine. Personne ne sait ce qu'elle se balade depuis 20 ans, personne ne sait ce qu'elle fait. Elle informe pas, elle est censée informer. Donc les gens du Bleu Aja, c'est donc des espions en gros des Aes Sedai. Elle est censée nous informer des mouvements des Trollocs, s'il y a un faux dragon qui se pointe et tout ça. Elle serait censée envoyer des informations ou revenir régulièrement à Tar Valon pour informer tout le monde, et elle ne semble pas du tout faire ça, et personne ne sait ce qu'elle fait. Et c'est répété plusieurs fois dans l'épisode on sait pas ce que tu fais. Et même l'épisode précédent, Alanna, quand elle discutait avec Moira, elle disait mais personne ne sait ce que tu fais, personne ne sait ce que tu veux, c'est quand même... c'est pas aidant, quoi. On comprend aussi que Chuan Sanche était avant elle faisait partie avant de l'Aja bleu, et qu'elle peut pas avoir l'air de privilégier Moiraine ou avoir l'air d'être plus gentille avec Moiraine qu'avec d'autres, parce que ça semblerait faire un privilège pour son ancien Aja. Elle n'est pas particulièrement sympathique, elle s'énerve contre Moiraine, elle la force à s'agenouiller, à supplier son pardon. Mais Moiraine refuse de dire ce qu'elle fait, ce qu'elle a le droit de faire, clairement. Et donc elle n'avoue toujours pas c'est quoi son dessein, c'est quoi son objectif. Nous, on le sait depuis l'épisode 1, qui est de trouver le dragon réincarné, mais clairement, elle ne veut pas communiquer cette information à personne. Chuan Sanche lui dit aussi « Je vais réfléchir à une punition et je t'en informerai demain. » Donc ça promet des choses sympathiques. C'est intéressant de voir tout au cours de l'épisode comment est-ce que les 3 serments fonctionnent, surtout le premier serment, le 3 serments des Aes Sedai fonctionnent, surtout le tout premier serment qui dit qu'une Aes Sedai ne peut pas mentir. Donc jamais Moiraine ou Xuan ne mentent, elles sont toujours strictement honnêtes, mais évidemment, tu peux détourner la vérité en disant qu'une partie de choses, c'est ce qu'elle nous avait démontré dans l'épisode 2 quand elle parle au White Cloak et qu'ensuite Egwene vient la voir en disant mais tu t'as menti là, et qu'elle te dit bah non, j'ai bien, toutes les Aes Sedai sont mes sœurs, donc j'ai bien une sœur dans telle ville. On apprend aussi, tiens d'ailleurs dans cet épisode, à ce moment-là dans cette scène, que Moiraine était bien à une époque une noble, donc ça aussi c'est un des trucs qu'elle avait dit au White Cloak à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire que tout était vrai, mais tu dis la vérité sans évidemment dire ce que tu veux vraiment dire, ce que tu devrais vraiment dire. Et tout cet épisode est beaucoup basé là-dessus, sur à quel point est-ce que Moiraine et Xuan, qui évidemment, si vous avez vu l'épisode, vous savez que c'est un peu un spectacle qu'elles mettent en scène là, parce qu'évidemment les deux sont très très proches. Donc c'est assez intéressant, ça permet de bien montrer cet élément-là du lore de Wheel of Time, donc c'est assez intéressant. Moiraine, ensuite, on la voit aller prendre un thé dans les rues de Tar Valon, dans un petit café de Tar Valon qui a l'air très sympathique. Clairement en mode de espion à 100%, elle est en train de garder un œil sur nos amis de Deux-Rivières qu'elle a trouvés, clairement, évidemment qu'elle les a trouvés. Elle nous a dit plusieurs fois qu'elle a des yeux et des oreilles un peu partout dans la ville, donc évidemment qu'elle les a trouvés.
Lan aussi participe à toute cette recherche, évidemment, de nos amis de Deux-Rivières. Je crois que c'est un de mes moments favoris parce que Rand... Donc, ils ont trouvé Rand et Matt qui sont toujours dans leur auberge dans laquelle ils étaient arrivés l'épisode précédent. Moiraine voit que Matt a l'air en très très mauvaise forme. Elle s'approche et donc Rand est tout là, genre pas touche à mon pote, ce qui est bien. Moi j'apprécie, je respecte que Matt essaye de protéger son pote. T'as Lan en face de toi, tu vas te faire casser la figure. Te cherche pas. Oui, bref, il se fait casser la figure parce que c'est Lan et que Rand c'est un paysan, il s'occupait de chèvres il y a 2 mois, donc c'est pas un guerrier. Il se fait maîtriser en quelques secondes et Moiraine donc va s'occuper de notre ami Matt et on comprend enfin que son problème actuel c'est pas qu'il canalise le pouvoir, ce que d'ailleurs Rand répète quelquefois en disant non il canalise pas, mais tout le monde pensait plus ou moins que c'était le cas. Jusqu'à ce qu'il sorte une dague qu'il a ramassée, si vous vous souvenez bien, à Shadar Logos. Très mauvaise idée. Il a ramassé la dague à Shadar Logos environ 5 secondes après que Lan lui ait dit surtout vous touchez à rien, cette ville elle est hantée. 3 secondes plus tard, Matt. Oh, une dague. Cool. Bon, évidemment, ça lui a pas porté bonheur. Je sais pas si tout le monde pensait je sais pas si les gens qui n'avaient pas lu le livre pensaient que Matt possiblement avait la folie qui vient avec la canalisation du pouvoir, ou si tout le monde avait compris que c'était la dague. Pour moi, c'était extrêmement évident parce que j'ai lu les livres, mais j'ai jamais mentionné depuis le début de mes reviews parce que je voulais pas au cas où. On a donc Matt qui continue à faire son Gollum qui attaque Moiraine et tout ça. Moiraine l'immobilise avec le pouvoir et nous performe un petit exorcisme assez violent d'ailleurs. Hein. Il faut que Rand et Lan tiennent Matt au sol, mais elle semble réussir à sortir une bonne partie, voire tout ce qui était dans Matt, la noirceur, ils appellent ça je crois, qui était dans Matt. Elle réussit à le sortir de Matt et à le renvoyer dans le couteau, ça va sur son visage pendant quelques secondes et tout ça. Moiraine, elle est un peu à bout de patience avec les gens de Deux-Rivières, ce qu'on peut comprendre, même si elle a pas passé énormément de temps avec eux finalement. Hein. Elle est vite tombée dans les vapes juste avant Shadar Logos. Mais oui, là, elle perd patience avec tout le monde. Genre, Matt, elle l'insulte, elle est là, mais t'es idiot, mec. Qu'est-ce que t'es allé ramasser une dague dans une cité hantée? Juste après, elle voit Nynaeve et elle lui dit, mais pourquoi t'es pas venu me voir immédiatement? Tu veux qu'il meure, ton pote? Parce que pareil, j'adore Nynaeve, vous le savez bien, c'est mon personnage préféré. Mais, et c'est un truc que j'apprécie, c'est des paysans, ils viennent d'un coin paumé, ils savent pas grand chose. En comparaison avec Moiraine, qui voyage depuis 20 ans, qui connaît beaucoup de choses, qui a été éduquée, qui est juste... Déjà, rien que le fait qu'elle soit sortie de son coin paumé, elle y connaît vachement plus, c'est une Aes Sedai, elle a été formée, tout ça, elle sait vachement plus de choses. Le manque de confiance des gens de Deux-Rivières envers les Aes Sedai, en particulier envers Moiraine, est compréhensible pour plein de raisons, mais aussi des fois, je suis avec Moiraine, vous êtes des idiots en fait, vous cherchez à mourir, c'est ça que vous cherchez. Dans tous les cas, Matt est plus ou moins guéri, même si Moiraine semble sous-entendre que déjà ça veut pas dire qu'il est pas le dragon, ça veut pas dire qu'il peut pas canaliser, le fait qu'il ait résisté aussi longtemps à la noirceur de la dague, je crois que c'est comme ça qu'elle le formule, sous-entend qu'il y a peut-être autre chose. Et elle dit quelque chose du genre la dague se nourrissait de la noirceur qu'il y avait dans Matt tout autant que lui se nourrissait de la noirceur de la dague, un bidule dans le genre, qui pourrait possiblement sous-entendre certaines choses. Je sais pas, ça reste très très vague, mais oui, voilà, on a résolu une partie du mystère de Matt et de la dague. À mon avis, pas à 100%, mais une partie. La scène était plutôt cool, hein, les scènes avec lesquelles j'ai des petits soucis, c'est plus vers la fin de l'épisode. Hein. J'ai plutôt bien aimé jusqu'à tout cet épisode. C'est très 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 différent de ce qui se passe dans le livre, vraiment. D'ailleurs, tout cet épisode déjà les épisodes précédents, c'était ça variait beaucoup. Mais là, honnêtement, ce que vous ayez lu le livre ou pas lu le livre, vous êtes au même stade. Hormis que, oui, vous savez qui est le dragon réincarné si vous avez lu le livre, mais hormis ça... Parce que là, 100% de ce qui se passe dans cet épisode, c'est inédit globalement. On découvre aussi juste après que Moiraine a aussi trouvé Egwene et Perrine. Et elle nous fait un truc qui est très,
très Moiraine, qui fait que quand vous lisez le livre, et je pense que c'est à peu près pareil, enfin moi j'ai la même sensation en regardant la série, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est ce que j'ai lu dans le livre aussi, c'est ce que ressort de la série, c'est que Moiraine, des fois, je l'adore, elle est extraordinaire, elle est super badass et tout ça. Et des fois, j'ai juste envie de dire, mais tu cherches la merde, évidemment qu'ils te font pas confiance, évidemment que tout le monde est vénère contre toi, ça va pas. Donc elle retrouve Egwene et Perrine. Perrine a été soignée par des sœurs jaunes. D'ailleurs, au passage, Moiraine nous mentionne que les sœurs jaunes sont évidemment les meilleures pour soigner ce genre de plaie, et donc il aura pas de cicatrices et tout ça, tout ira bien. Mais Egwene interroge Moiraine en lui disant est-ce que Rand et Matt qui sont là, et elle dit t'en fais pas, s'ils arrivent dans la ville, je le saurai. Je les traque. Elle vient littéralement d'aller les voir il y a 3 minutes, donc techniquement elle ment pas, hein. Elle ne dit pas de mensonge, mais volontairement elle choisit de ne pas informer Egwene que ses potes sont dans le coin, et de ne pas les réunir à ce moment-là. Elle aurait pu juste dire ouais viens avec moi, ils sont dans l'auberge à côté. Moi je le comprends, il y a 2 solutions, soit elle est méchante pour être méchante, genre voilà, soit elle a une raison derrière qui est selon moi, elle voit plus tard Liandrin qui lui dit ah je sais que t'as Matt, Rand, Egwene et Perrine dans des lieux différents, ah c'est bizarre qu'ils viennent tous de 2 rivières comme Nynaeve et tout ça. Donc elle cherche à dissimuler ce qu'elle fait, elle cherche à dissimuler le fait qu'elle cherche le dragon réincarné. Donc là, à mon avis, c'est pour justement limiter si quelqu'un les trouve et si quelqu'un veut s'en prendre à eux, ben ils sont dans 2 lieux séparés et ils peuvent pas se trahir entre eux puisqu'ils ne savent pas, Egwene ne peut pas attirer des gens vers Rand parce qu'elle sait pas où est Rand, etc. C'est juste que la façon dont elle le fait, c'est un peu salaud pour les autres, parce que du coup les autres, ils peuvent pas retrouver leurs potes et ça reste un peu triste. Egwene au passage en profite pour redonner les anneaux qu'elle avait récupérés chez Menvalda à Moiraine, et on sent, d'ailleurs dans tout l'épisode, on sent que Egwene elle est très, c'est la seule d'ailleurs de Rivière, elle est très pro Aes Sedai. Elle est très heureuse de revoir Moiraine, ce qui est la seule, quand on voit la réaction que Rand a eue qui était de tirer son épée, quand on voit la réaction que Nynaeve a eue qui était de tirer son épée. Bref, globalement personne n'aime Moiraine, à part Egwene. Egwene est très, très, très heureuse de retrouver Moiraine, et plus tard quand on la voit rencontrer Sian Sanche, on voit qu'elle est un peu impressionnée, elle a envie, c'est ça, elle a récupéré les anneaux des sœurs de Moiraine, clairement, elle se voit en Aes Sedai depuis que Moiraine lui a dit que c'était une possibilité, et elle a très très hâte de rejoindre ce groupe-là. Elle semble impressionnée, mais aussi elle a hâte d'apprendre, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai lu un petit peu. C'est assez intéressant. Comme d'habitude, les performances sont très très bonnes, et j'ai l'impression que je le dis dans chaque épisode, mais ouais, à chaque fois qu'il y a des dialogues entre 2 personnes, c'est toujours les meilleures scènes, je trouve. Et d'ailleurs, parlant de 2 personnes, juste après, on a la révélation que on attendait. C'est-à-dire que ça fait 3 épisodes qu'on nous dit la boss des Aes Sedai, la chère des Mirlin, Sian Sanche, elle peut pas blairer Moiraine. Oh là là, elle est super vénère contre Moiraine, blablabla. Finalement, pas tant que ça. Elle semble plutôt s'apprécier. Elles semblent même être dans une relation ensemble depuis quelques temps. Ça fait longtemps qu'elles se connaissent. Alors forcément une relation un peu à distance puisque Moiraine ne fout jamais les pieds à terre vallon. Mais elles ont en effet une relation très très proche. Et cette scène était adorable. Elle était trop bien. Les deux, c'est un des trucs qui... La Route du Temps, c'est pas une série où les gens ils sont très heureux en permanence. Ils sont souvent très malheureux et tristes. Il se passe des choses horribles, il y a du traumatisme, il y a de la guerre, il y a de la mort. Et... Donc les rares moments où on peut voir des personnages comme ça, en train de sourire et d'être heureux, ça dure pas très longtemps, parce qu'ensuite elles passent un moment ensemble, et ensuite elles parlent de choses très sérieuses. Mais voir Moiraine sourire, ça va arriver une fois tous les 1000 ans, j'imagine. Et donc ça fait plaisir, la scène est adorable, on comprend qu'elles ont mis en scène un petit peu leur embrouille, parce que plusieurs raisons, je pense. Ce qu'elles mettent en avant, c'est que le fait que Sian Sanche peut pas avoir l'air de privilégier une autre Aes Sedai,
que si quelqu'un d'autre était au courant pour leur relation et pour le fait qu'elles travaillent ensemble depuis 20 ans pour essayer de trouver le dragon réincarné, elle se ferait apaiser, donc on les couperait de la source du pouvoir, et Xuan Zhanxie se ferait détrôner, hein, forcément. Donc c'est des conséquences assez graves. La chair des Mirlin, elle est censée être impartiale, elle est censée être la mère de toutes les Aes Sedai. Ils utilisent le terme mère et fille pendant tout le procès et tout ça. Évidemment, quand t'es en couple avec quelqu'un, t'es pas forcément... T'as sans doute des chances que tu sois pas extrêmement objectif par rapport à cette personne. Et ensuite, d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est-à-dire que Moiraine, elles ont enfin un moment juste toutes les deux, où elles peuvent se parler honnêtement et tout ça, et elles prennent le temps de se retrouver et de passer un petit peu de temps ensemble avant que Moiraine lui dise « Ah, au fait, j'ai trouvé le dragon réincarné. » Priorité ? Apparemment. Donc elle explique à Xuan qu'elle a trouvé 5 potentiels dragons, qu'elle pense que Nynaeve est un peu trop âgée, mais vu la quantité de pouvoir qu'elle est capable de canaliser, ça reste toujours un bon candidat. Et elle nous rappelle aussi que toutes les prophéties et tout ça, y en a plus, déjà il n'y en a pas une qui se ressemble, et elles annoncent toutes des trucs différents, et c'est très difficile de savoir exactement ce qu'on cherche quand on cherche le dragon réincarné. Les deux, elles se basent sur une prédiction qu'elles ont vue d'une sœur qui s'appelle Gitara il y a 20 ans, qui a annoncé la naissance du dragon réincarné. C'est pour ça qu'elle cherche quelqu'un qui a 20 ans. Ça, on nous l'a dit dans l'épisode 1, c'est pas du spoiler du livre. Mais donc là, même Moiraine semble un peu désabusée à dire mais est-ce que... Peut-être pas, peut-être que la prédiction que Gitara a fait à l'époque était moisie, peut-être que... elles sont pas sûres de rien, elles sont un peu désespérées. Les deux, j'ai pas une photo d'elle désespérée, j'ai une photo de Moiraine qui sourit, je vais la garder parce que ça fait plaisir à voir. Mais ouais, donc on sent un peu le désespoir. Ouais, ça fait 20 ans qu'elles cherchent, ça fait 20 ans que ces deux femmes qui ont l'air de s'apprécier énormément, voire de s'aimer, on ne formule pas exactement leurs émotions, mais clairement, il y a énormément d'affection entre elles deux, et clairement, elles ont passé très très peu de temps ensemble. Moiraine est toujours sur la route et tout ça, donc ça a l'air fatigant comme boulot à faire de chercher le dragon réincarné. À la fin de cette scène, Xuan mentionne qu'elle fait des rêves ces derniers temps. C'est là où les choses commencent un peu à faiblir à mon sens, mais c'est pas énorme, c'est juste, il y a des petits détails où je me dis... Bref. Xuan mentionne qu'elle fait des rêves et que le ténébreux, donc le big bad, est affaibli dans sa prison actuellement, mais qu'il est en train de regagner des forces, et que si on voulait le terminer définitivement, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc si t'as un dragon réincarné qui est ta super arme méga balèze, c'est peut-être le bon moment pour aller là où il est enfermé, un endroit qu'ils appellent l'œil du monde, pour terminer, pour en finir avec le ténébreux. Et donc Xuan suggère que Moiraine embarque les 5 de Deux-Rivières, en espérant qu'elle ait raison, que l'un des 5 soit le dragon réincarné, et que par magie, littéralement, il ou elle battent le ténébreux. Je trouve leur plan, mais alors, c'est là où c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des faiblesses, mais elles sont justifiables, dans le sens où je trouve leur plan un peu moisi, mais comme elles viennent de nous faire tout un speech avant pour nous dire à quel point elles sont désespérées, elles sont épuisées, elles savent plus quoi faire, tu comprends un peu pourquoi tu vas sur des plans moisis à ce stade-là de ta recherche. Donc, moi, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que même si t'es dragon réincarné, t'as accès, t'as énormément de pouvoir, il faut quand même que tu te formes, logiquement. On nous a expliqué quand même que les Aes Sedai, il fallait qu'elles se forment avant de pouvoir utiliser le pouvoir. On a vu Nynaeve un peu exploser, mais depuis, on l'a pas vu réutiliser le pouvoir. On a vu Egwene utiliser le pouvoir un petit peu, mais elle a fait une flamèche, et ça s'est éteint. Clairement, quand elle a attaqué Emon Valda, à mon avis, ce qu'elle avait en tête, Egwene, c'était un peu plus intense que ce qu'elle a eu comme résultat. Et il y a des grandes chances que si elle était formée, elle arriverait à faire quelque chose de mieux. Donc, j'étais vraiment... Ouais, je trouvais leur plan un peu chaotique. Mais bref, du coup, elles mettent ça en place. Aussi, elles décident ensemble de la punition que Moiraine va devoir subir. Et elles disent « Ah bah, il faudrait que tu me condamnes à l'exil. Comme ça, je peux repartir, puisque la bosse... Ah oui, je suis un peu passée outre cette scène, mais
On a vu la boss de l'Aja Bleu, donc l'Aja dont fait partie Moiraine, qui lui dit bon, maintenant ça suffit, t'es vadrouille, tu vas rester un peu à Tar-Valon. Donc on voit aussi d'ailleurs que la politique des Aes Sedai, elle est assez complexe, dans le sens où t'as la big boss, et puis ensuite t'as les boss de chaque Aja, et puis même à l'intérieur des Aja, t'as de la politique. Moiraine fait partie de l'Aja Bleu, mais elle parle pas, elle donne pas ses plans à la boss de l'Aja Bleu, bref. Tout ça pour dire que c'est un peu le bordel, et Moiraine va se faire exiler de la Tour Blanche. Comme ça lui permettra de continuer le travail qu'elle fait depuis le début, mais ça veut dire aussi qu'elle pourra plus revenir. Elle pourra plus revenir voir Siuan, elle pourra plus non plus venir se réfugier. Il y a plein d'avantages à pouvoir venir à la Tour Blanche, et elle pourra plus le faire une fois qu'elle se fera exiler. Au passage, elle croise aussi, le lendemain matin d'ailleurs, je crois que c'est, elle croise Liandrin dans les couloirs, et là qui lui dit « Hey, j'ai remarqué que t'avais des mecs et des nanas de Deux Rivières un peu partout dans la ville. Je sais ce que t'es en train de... Je sais pas ce que t'es en train de bidouiller, mais je peux te voir. » Et Moiraine vient la voir en lui disant « moi aussi, je sais ce que tu bidouilles. T'as un mec dans le coin. Alors on se calme, sinon je te balance, en gros. » Liandrin se calme un petit peu, mais encore une fois, ça nous permet de voir que Moiraine, elle sait ce qu'elle fait. En gros, voilà, Moiraine sait ce qu'elle fait. Et ensuite, on la voit aller rencontrer notre ami Loial qu'on a rencontré l'épisode précédent, un ogier. Et j'adore cette photo. Cette photo est une photo de promotion qui a été mise en ligne par Amazon Prime. Ce moment-là n'est pas dans l'épisode. Je l'ai cherché, j'ai regardé l'épisode 2 fois, ce moment-là a été coupé clairement de l'épisode. Pourtant, c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup ce moment. Donc on a l'intro de ce moment, mais ils ont clairement coupé la fin. Et je trouve ça dommage parce qu'on manque d'un bout d'explication. Je sais pas vous, mais je sais pas si on comprend vraiment pourquoi ils recrutent Loial à ce moment-là. Je me suis dit que moi j'ai l'information parce que j'ai lu le livre, mais que sans cette information, je sais pas si on comprend exactement pourquoi à ce moment-là ils vont voir Loial et pourquoi ensuite ils l'embarquent avec eux. Pourquoi est-ce que Moiraine, elle lui raconte tous les trucs sur le dragon alors qu'elle le dit à personne, même pas à ses sœurs de la Tour Blanche et tout ça. Bref, ils rencontrent Loial. Au passage, Moiraine l'appelle bâtisseur et on a un tout petit peu d'informations sur les ogiers qui sont des bâtisseurs, qui sont des constructeurs. Ils ont construit des grandes villes et tout ça. Et en gros, elle lui propose de l'aider à résoudre un problème que lui présente la roue du temps. Alors, je sais pas si je peux donner les informations qui manquent. Moi, je trouve qu'il manque une information. Il manque une scène, là. En gros, Loial, il va leur dire où sont les chemins, donc l'espèce de portail auquel ils vont tout à la fin. Et j'imagine que la carte, c'est soit une carte des chemins à l'intérieur, soit une carte pour dire où sont les entrées pour des chemins. Et je trouve ça bizarre de pas l'expliquer, je trouve ça bizarre de pas avoir mis cette scène. Bref, c'est un détail tout à fait. Clairement, Loial semble accepter. Et donc ça mène sur la scène de la fin. Ouais, pareil, je trouve je trouve qu'il manque des scènes dans cet épisode. Bref. On a aussi, juste après, Nynaeve et Egwene qui se réunissent enfin. J'adore à chaque fois qu'il y a des scènes de réunion des gens de Deux-Rivières, ça me fait plaisir. C'est adorable et mignon. Surtout parce que Nynaeve, ouais, c'est ce qu'elle veut depuis le début. Elle a pourchassé Lan et Moiraine parce qu'elle voulait récupérer ses gens et les ramener à la maison. Finalement, bon, depuis, elle peut utiliser le pouvoir, pas qu'un peu. Du coup, à mon avis, elle est pas prête de rentrer chez elle, mais c'était quand même ça l'objectif au départ. Elles se réunissent et elles sont amenées devant Siuan Sanche, devant la chaire des Myrlines, qui leur explique un petit peu 2-3 choses, notamment que on va avoir besoin d'elles et qu'elles aient envie ou pas. Maintenant, elles sont impliquées dans le futur, dans le combat contre le ténébreux, et qu'il va falloir s'y mettre. J'adore les réactions de Egwene et Nynaeve dans toute cette scène parce qu'elles sont extrêmement typiques de Egwene et Nynaeve. C'est-à-dire que Egwene est très en mode, elle est un peu respectueuse, elle essaye de suivre le protocole et tout ça, et elle écoute Siuan Sanche avec attention. Globalement, voilà, elle semble assez intéressée par ce que lui raconte la chaire des Myrlines. Nynaeve, non, hein. Nynaeve, elle est en mode combat, en mode je vais te rentrer dedans, et elle se fait un peu remettre à sa place. Cet épisode, elle se fait globalement remettre à sa place à plusieurs fois, et c'est un peu mérité. C'est-à-dire que là, oui, bon, t'as l'attitude non-stop, c'était un peu extrême. Donc en gros, Siuan Sanche leur dit « Ouais, on a besoin de vous pour combattre le ténébreux. »
Et la scène se termine avec Egwene qui dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qui encore une fois est très Egwene du ok, comment est-ce que je peux aider. Et donc elles ont clairement été convaincues, en tout cas Egwene a été convaincue et j'imagine que Nynaeve va la suivre de toute façon. Je me demande si Nynaeve a été toute seule, si quoi que ce soit aurait pu la convaincre d'aller à l'œil du monde, mais dans tous les cas, Siuan a réussi à les convaincre. Et juste après, on a donc la scène de bannissement de Moiraine, puisqu'elle doit être punie visiblement devant la tour blanche, qui est une scène très émotionnelle, et je l'aime, et en même temps je l'aime pas cette scène. Parce qu'il y a deux choses. J'adore, les deux actrices sont tellement bonnes, et il y a plusieurs niveaux évidemment dans cette scène. Il y a le niveau c'est la chère d'Aemyrlin qui bannit une de ses filles, une de ses Aes Sedai de la tour pour avoir été irrespectueuse, pour ne pas expliquer ce qu'elle fait et tout ça. Donc, et évidemment, il y a aussi deux personnes qui sont en couple et qui s'aiment, c'est pas qu'elles se séparent, mais qui globalement sont en train de faire quelque chose qui va avoir pour conséquence qu'elles vont pas pouvoir se voir pendant très 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 longtemps. Donc les deux sont extrêmement tristes, sont au bord des larmes pendant toute la cérémonie. Et c'est là-dessus c'est-à-dire que j'ai trouvé la scène très belle à regarder, les actrices sont extraordinaires, les deux là, elles sont splendides. Mais en même temps, on voit notamment... Alors que Moiraine ait des émotions, à la limite, ça marche parce que elle se fait bannir, donc ça fonctionne même dans leur mise en scène. Mais par contre, Siuan en montre aussi un petit peu, on la voit un peu pleurer, même si c'est moins visible, mais tu te dis, mais si à la seconde où Siuan, elle commence à montrer des émotions, leur charade, elle fonctionne plus, en fait, non ? Je sais pas, je me suis dit, c'est pas peut-être que... C'était très visible, en fait, je trouvais alors que jusque-là, elle montrait un front très, très froid quand elles étaient en public. Du coup, je sais pas, bref. Dans tous les cas, et donc, elle doit promettre, avec de la magie, donc de façon définitive, qu'elle ne remettra plus les pieds à Tar-Valon et dans la Tour Blanche, sauf si Siuan Sanche la rappelle. Chose intéressante à noter, que j'ai noté en tout cas moi, Siuan dit les mots d'abord qu'ensuite Moiraine répète. Et elle dit au début, tu ne reviendras pas à la Tour Blanche, sauf si la charte d'Aemyrlin te rappelle. Et Moiraine, quand elle prononce, elle dit, je ne reviendrai pas, sauf si Siuan Sanche me rappelle. J'obéirai à Siuan Sanche. Elle dit pas la chère d'Aemyrlin. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est forcément volontaire. Moiraine change un petit peu le serment, qui fait que ça la lie à Siuan Sanche, avec qui évidemment elle a une connexion, et pas à la chère d'Aemyrlin. Ça pose des questions. Est-ce que c'était juste Moiraine qui voulait juste se lier, on va dire, d'une façon ou d'une autre avec Siuan, ou est-ce qu'elle a un doute que Siuan puisse rester sur le trône ? Ça pose quelques questions, j'ai trouvé ça intéressant. C'était une jolie scène, mais encore une fois, je trouve que ça trahit leur ruse, là, ça trahit le fait qu'elles sont censées se détester. Si, quand elles se séparent, on les voit toutes les deux pleurer, ça fonctionne pas forcément logique. Mais c'est une jolie scène, du coup, je la déteste pas, la scène, c'est juste, je trouve que ça manque de logique. Et on voit aussi toutes les Aes Sedai se retourner, on voit notamment Alanna qui tourne le dos à Moiraine, on sait qu'elles sont un peu potes les deux, et donc on sent que ça fait un peu de mal à Alanna. Je me demande, c'est encore une fois, c'est une scène qui est pas dans le livre, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais je me demande, est-ce que ça veut dire, genre, pareil, si tu te fais bannir, est-ce que ça veut dire que si tu rencontres une Aes Sedai dans une autre ville, n'importe où, est-ce qu'elles ont pas le droit de te venir en aide ? Est-ce que t'es complètement sortie de... Je sais pas, je me suis posé quelques questions, mais le bannissement était intéressant, c'était une scène assez impressionnante, assez intense. Ça laisse avec quelques questions. Dans tous les cas, Moiraine quitte Tar-Valon, et elle disait d'ailleurs, elle a eu parlé quelques fois à Lan auparavant, en lui disant, tu t'assures qu'ils soient tous là où on veut qu'ils soient. Donc on se doute qu'elle parle des gens de Rivière. On se retrouve devant deux très impressionnants poteaux, et devant un escalier au milieu du vide. Enfin, après... C'est la première fois depuis l'épisode 2, toute notre équipe de Deux Rivières se retrouve ensemble. On a les retrouvailles de Rand et Egwene qui sont tout mignons et adorables. On a Perrine qui se fout de la gueule de Mat pour avoir récupéré une dague hantée, c'est mérité. Et on a évidemment Loial qui accompagne notre petite équipe. Pareil, on n'a pas vu... Ouais, on n'a pas vu se faire persuader, mais en tout cas il s'est fait persuader d'accompagner tout le monde. Et... Encore une fois, un excellent exemple du premier serment qu'elle peut pas briser. Moiraine donne un petit bout de speech parce que
Nynaeve dit ok, on a compris que c'était important qu'on soit là et tout ça, mais on va pas vous suivre aveuglement, va falloir être un peu plus honnête avec nous. Et Moiraine répond ok, je vais être honnête avec vous. Non, en plus c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit ok, avant je pouvais pas être honnête avec vous parce que je vous faisais pas confiance. Maintenant, et elle s'arrête. Et ensuite elle part sur une autre phrase et tu comprends qu'elle peut pas dire que maintenant elle leur fait confiance parce que ce serait faux, ce serait un mensonge et qu'elle se fait tout de suite interrompre par son serment. Donc, et il y a une autre phrase à un moment donné quand Egwene lui demande ceux qui sont pas le dragon hein, réincarné, qu'est-ce qui va leur arriver à l'œil du monde et tu vois Moiraine galérer qui est là. Je peux pas dire que tout ira bien et que c'est super safe. C'est vraiment trop un mensonge et qu'elle arrive pas à trouver une. Elle finit par dire, je crois qu'on sait pas ce qui va se passer en gros, mais clairement, enfin, c'est intéressant de la voir pas réussir à détourner la vérité d'une façon ou d'une autre, donc elle est complètement bloquée. Mais en gros, elle explique que c'est vraiment la merde, que l'ultime bataille est sur le point d'arriver à un moment donné très bientôt, globalement dans l'épisode 5. 4, je sais plus, Alanna parlait de la fin de notre âge, de la fin du troisième âge dans lequel ils sont en train de vivre, qui allait se terminer sur l'ultime bataille, et qu'elle disait il est en train d'arriver. On ne sait pas exactement quand, mais c'est bientôt. Bientôt, on s'entend, ça peut dire demain ou ça peut dire dans 5 ans, mais c'est plus ou moins bientôt. Et donc elle explique que l'ultime bataille, c'est des millions de Trollocs et de Blafards qui vont venir et qui vont globalement, à côté, ce qui s'est passé à Deux-Rivières, c'est des broutilles. Et ça sera l'horreur sans fin. Et donc il faut essayer d'arrêter ça avant que ça arrive. Et donc il faut aller à l'œil du monde et arrêter le ténébreux, qui reste un plan un peu bancal. Bref. Et donc on a enfin toute notre équipe réunie. C'est une photo de promo. Hein. Il n'y a pas vraiment de plan dans la série où ils sont devant le vent. J'adore cette photo de promo parce qu'ils ont tous l'air un peu classe, sauf Matt qui a une tête genre « Hein, qu'est-ce qui se passe ?» Bref, très Matt. Et donc Moiraine monte les escaliers qui ne mènent à nulle part et utilise le pouvoir pour ouvrir un portail. Et donc on nous explique que c'est un portail qui mène vers des chemins qui sont des façons de voyager plus vite en fait, puis qui permettent de... Je crois que Loial le décrit en disant tu fais un pas et tu peux faire 150 km. Donc en gros c'est du fast travel dans la roue du temps. Mais quand elle ouvre le portail, ça a pas l'air super engageant quand même. Hein. Il y a l'air d'avoir genre des éclairs à l'intérieur, c'est extrêmement sombre. Ça a pas l'air d'être l'endroit dans lequel t'as envie d'aller faire un pique-nique. Mais dans tous les cas, ils semblent tous plus ou moins convaincus qu'il faut y aller. Et ils vont tous traverser le portail, sauf Matt. Matt reste en arrière et le portail se referme. Ils s'en aperçoivent qu'à la dernière minute. Et le portail se referme avec toute l'équipe de Deux-Rivières qui crie « Hey, Matt, il est pas venu avec nous, il est pas venu avec nous. » J'ai des problèmes avec cette scène. Je sais pas ce qui va se passer après. J'ai pas de problème avec cette scène, pourquoi pas. Encore une fois, je sais pas si je l'ai bien expliqué auparavant. Moi, ça m'est égal qu'ils changent des choses par rapport au livre. J'aime beaucoup l'histoire des livres, mais c'est une adaptation. Et on peut faire des changements. Il faut d'ailleurs faire des changements pour que ça corresponde mieux au format télé. Et puis, dans tous les cas, moi, ça me fait des choses nouvelles à découvrir et c'est intéressant. Là, il y a plusieurs choses qui m'ont gênée parce qu'encore une fois, c'est comme tout à l'heure avec la scène du bannissement de l'exil de Moiraine. Je trouve qu'il y a une logique qui fonctionne pas trop. Qui est... Moiraine nous a expliqué à plusieurs reprises qu'elle ne sait pas qui est le dragon réincarné. Mais qu'il est absolument primordial que qui que ce soit, le dragon réincarné, soit à l'œil du monde pour essayer de combattre le ténébreux. Là, tout de suite, maintenant, là, c'est urgent. Et il faut qu'ils y aillent tous, parce qu'on ne sait pas qui ça pourrait être. On nous a rappelé tout à l'heure que ça pourrait toujours être Matt. C'est-à-dire que le truc qui rendait Matt bizarre avant, c'était la dague, mais en dehors de la dague, il est toujours candidat pour être dragon réincarné. Quand Matt est laissé en arrière, là, on voit pas particulièrement Moiraine dire « Merde, attendez, je rouvre le portail et je récupère le petit Matt et je le ramène avec moi. » Elle aurait dû réagir, on nous a expliqué que c'était important qu'ils y aillent tous à ce moment-là. C'est-à-dire que Moiraine a dit qu'elle était prête globalement à laisser, et Siuan aussi d'ailleurs, on dit qu'elle était prête à laisser mourir tous les autres juste pour que le dragon réincarné soit là, qu'on soit sûr qu'il soit là à ce moment-là. Et donc le fait qu'elle réagisse pas
globalement, il y a un plan sur son visage et elle a l'air genre assez neutre, enfin genre surprise mais sans en plus. Donc soit ils ont fait une intrigue auquel je pense pas du tout et qui sera très intéressante parce que du coup c'est quelque chose de complètement nouveau. Soit, et là on va parler un peu de ce qui s'est passé sur la production de la saison 1, et du coup c'est pas de leur faute. Si c'est ça l'explication, on n'a pas de confirmation à 100%, mais si c'est ça l'explication, c'est pas de leur faute, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Il se trouve que l'acteur qui joue Matt dans la saison 1, donc Barney Harris, ne sera plus là dans la saison 2. Il va être remplacé par un autre acteur, il va être remplacé par ce gars-là, qui s'appelle Donald Finn. Le souci... Donc ça arrive parfois des acteurs, ils ont des conflits de calendrier, ça a pas matché avec la production, ils ont eu des soucis de famille, on sait pas, ils ont pas donné d'explication, ils ont juste dit que Barney Harris ne serait pas Matt en saison 2. Il est remplacé par un autre acteur. C'est un personnage trop important pour le tuer ou pour en faire autre chose ou pour qu'il soit pas là en saison 2. Hein. Donc il sera là en saison 2. Le personnage sera là en saison 2. Ce sera juste pas joué par Barney Harris. Ce qu'on a cru comprendre, c'est des spéculations basées sur les fans qui cherchent à droite à gauche machin. Ce qu'on a cru comprendre, c'est que il était parti à la fin, il était parti en cours de saison 1. La saison 1, ils l'ont plus ou moins tournée de façon chronologique, ils tournaient par bloc de 2 épisodes. Et donc là, on est à la fin de l'épisode 6. La théorie voudrait qu'il serait parti après cet épisode-là. La théorie voudrait qu'à ce moment-là, il y a eu la pandémie, que donc la production s'est arrêtée pendant quelques mois, et globalement, quand ils sont revenus, Barney Harris n'est pas revenu. Ça arrive. Encore une fois, ça arrive. On l'a vu sur Sense8, on l'a vu sur Game of Thrones. C'est juste que là, il est parti en cours de route. Et du coup, ils avaient peut-être pas l'acteur pour l'épisode 8 et 9. Pour l'épisode 7 et 8. Ou pas, peut-être qu'on verra Matt en 7 et 8, j'en sais rien honnêtement. C'est juste que j'ai trouvé cette scène tellement étrange. Genre il est en arrière, il fait pas grand chose. Il reste juste comme ça planté au milieu et je sais pas, j'aurais imaginé que Rand, il aurait sauté hors du portail pour aller récupérer Matt. Il aurait pas laissé Matt tout seul à ce moment-là. Et ils nous disent le portail se referme, mais le portail, c'est Moiraine qui l'a ouvert avec le pouvoir, donc qu'est-ce qui l'empêche de le rouvrir? Et encore une fois, peut-être que dans l'épisode suivant, on va nous donner des explications et que tout sera logique. Mais en attendant, c'était bizarre. C'était très étrange. Ma théorie serait que oui, de ce que j'ai pu voir, l'acteur est probablement parti à ce moment-là. Ils n'avaient pas encore de remplaçant, donc on verra pas Matt dans l'épisode 7 et 8. Et il reviendra en début de saison 2, donc avec un nouvel acteur. Peut-être pas. Honnêtement, je sais pas. Mais le problème, c'est que même si on sait rien de la production, si on ne savait pas que l'acteur partait et tout ça, est-ce que ça sort pas Matt des candidats du dragon réincarné? Moiraine ne l'aurait jamais laissé là si elle pensait qu'il était possiblement le dragon réincarné. Elle veut amener le dragon à l'œil du monde à ce moment-là. Donc, si elle pense que Matt est un candidat possible, elle devrait trouver une solution à ce moment-là pour l'attraper par le col et le ramener. C'était étrange comme scène, un petit peu. Peut-être que je suis la seule à avoir bugué là-dessus et peut-être que c'est juste cool et c'est un mystère de plus pour tous les autres, pour tous les gens qui regardent. J'ai trouvé cette scène très étrange. Du coup, je trouve que l'épisode, c'était un bon épisode. Il se concentrait beaucoup sur les Aes Sedai en général, sur leur politique. On a eu plein d'informations très 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 intéressantes. Et on a avancé un petit peu l'intrigue, puisque donc tous les personnages ont quitté Tar-Valon, et on va aller se battre contre le Ténébreux, même si ça me semble un peu rapide quand même comme histoire. Mais sérieusement, tu t'amènes ton dragon réincarné non entraîné, qui ne sait pas qu'il ou elle est le dragon réincarné. Et le plan est bancal quand même, hein. Ça me semble pas une bonne idée. À la défense de la série, la fin de l'Œil du Monde, le premier livre de la Roue du Temps, est très bancal aussi. Moi, je me rappelle avoir été extrêmement confuse. C'est marrant parce que Robert Jordan est excellent sur les fins de livres. De tous les autres... moi, toutes les fins, à partir du livre 2, à chaque fois, je trouve que la fin est extraordinaire. Elle te donne envie de lire la suite. Il se passe des trucs de fou et tout ça. Et sauf le premier. Le premier tome, la fin est pas mauvaise. C'est juste qu'elle est un peu confuse. Tu te dis, ok, quoi? Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo que... Clairement, ils ont essayé d'affiner certaines choses. Mais probablement parce que, justement, cet acteur est parti en cours de route et tout ça. Au final, il se retrouve aussi avec un résultat un peu chaotique. Cette scène est chaotique. Peut-être qu'ils vont réussir à nous le conclure de façon... Peut-être que Matt est dans les 2 épisodes qui viennent.
très probablement d'ailleurs, ils ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont tourné de façon linéaire majoritairement de ce qu'on semble savoir, mais c'est très probable qu'il y ait des petites scènes à droite à gauche qui ont été tournées à côté, donc peut-être que Matt a une intrigue à lui dans les 2 prochains épisodes, j'en sais absolument rien, et qu'il va retrouver ses potes plus tard, à Falme par exemple. Bref, c'est sans doute l'épisode que j'ai le moins aimé, et pourtant il y a plein de moments que j'aime la série, j'ai adoré la série jusque-là. Vraiment, j'ai adoré la série jusque-là. Du coup, celui-là, je passe de « Ah, j'adore » à « Ah, c'était sympa ». Je trouve, et étrangement, je trouve qu'il manquait des scènes. C'est ce que je disais tout à l'heure, la scène avec Loyal. 2-3 autres moments où tu te dis « Ah, j'aurais bien aimé un peu plus de construction là-dessus ». On est quasiment à la fin, il reste que 2 épisodes. Je pense que les 2 derniers vont être très, très, très intenses. Je pense qu'on va apprendre qui est le dragon réincarné, soit la semaine prochaine, soit évidemment dans le final. Je pense qu'on va ma théorie, j'en sais rien. Ma théorie serait que ce sera genre les dernières scènes du prochain épisode. On va avoir la personne qui est le dragon réincarné faire quelque chose d'impressionnant qui ne peut être que fait par le dragon réincarné. Ouais, il va se passer quelque chose. À mon avis, à la fin du prochain épisode. Et puis peut-être qu'ils vont se battre contre le ténébreux. Et enfin, ça va être... Les 2 derniers épisodes, je les sens très très épiques. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Personne ne sait grand-chose sur ces 2 derniers épisodes. Pendant très longtemps, ils ont caché les titres des 2 derniers épisodes. Dans tous les cas, ça s'annonce très très fort. J'ai extrêmement hâte. Malgré mes petites déceptions de cet épisode, j'ai extrêmement hâte de voir les 2 prochains. Je tiens plus en place. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les petites faiblesses de cet épisode ? Est-ce que vous avez trouvé la scène finale logique ? Est-ce que vous l'avez trouvé bizarre comme moi ? Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis. Et puis n'hésitez pas à commenter, essayez de pas trop spoiler si possible. Et j'espère que vous avez apprécié mon petit débrief. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Univers Fantasy pour encore plus de Roue du Temps. Merci. Bye.